En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Franz-Olivier Gisbert, le journaliste, essayiste, romancier, nous parlera de La Belle Époque qui vient de paraître aux éditions Gallimard, le 2e tome de son histoire intime de la Ve République, dans lequel il mêle petite et grande histoire, anecdotes personnelles et récits épiques des grands événements pour mieux revisiter ces 60 dernières années. La Belle Époque qu'il décrit avec nostalgie semble déjà très loin et depuis 3 décennies, la France n'en finit plus de tomber. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce que finalement tout s'est joué dans ces années 60-70 heureuses? Payons-nous aujourd'hui l'héritage de mai 68? Le déclin est-il inexorable? La France est-elle foutue ou peut-elle encore renaître? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de Franz-Olivier Gisbert en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour, très heureux de vous recevoir sur Sud Radio. Pour En toute vérité, vous venez de sortir ce 2e tome de cette histoire intime de la Ve République, La Belle Époque, une époque heureuse, d'insouciance, une époque aussi où la France est encore un grand pays, conscient d'être un grand pays. Est-ce que vous auriez imaginé à l'époque que le Premier ministre en appellerait au ciel pour ne pas avoir de coupure d'électricité l'hiver? Désolé pour cette entrée en matière, mais ça m'a frappé le décalage. Non, je ne l'aurais pas imaginé. Mais c'est vrai que là, on a l'impression d'un pouvoir sans main, je dirais même sans bras, même sans membres, d'un pouvoir complètement bloqué et puis surtout impotent. C'est extraordinaire, on est arrivé là. Mais ce que vous disiez très justement, si je fais la genèse du livre, moi j'ai écrit ce livre, c'est la première fois, c'est un éditeur qui a l'idée, qui me dit voilà, il faudrait faire toute cette histoire de 5e, puisque vous avez connu presque tous les présidents, j'en ai tutoyé d'ailleurs un grand nombre, vous allez faire une espèce de va-et-vient entre ce que vous pensiez à l'époque, ce que vous pensez aujourd'hui, ce que pensaient les uns, ce que pensaient les autres, et cette espèce de mélange entre... Et j'ai fait exactement comme l'a dit cet éditeur, qui est l'historien Ran Alevi, qui travaille chez Gallimard. Et en l'écoutant parler, la première fois qu'il me proposait de faire ce livre, je dis mais oui, parce qu'en fait le sujet c'est comment on en est arrivé là. C'est amusant parce que cette phrase on la retrouve dans votre introduction. C'est comment on en est arrivé là, et c'est vrai que c'est la recherche. Là j'en suis au 2e tome. Vous savez là, vous aurez le 3e tome qui sera pas triste, que je suis en train d'écrire, et parce que le vrai sujet que vous dites, on était au sommet. On était au sommet de la pyramide, on faisait partie des pays, je dirais, dominants presque. Là aujourd'hui, bon, notre place au G7 n'est pas encore contestée, mais ça finira par venir un jour. Enfin, au G7, maintenant, qui est un G20, mais qui sera peut-être un G30, mais est-ce qu'on aura notre place dans le G30 enfin, pas tout de suite, mais la question pourra peut-être se poser un jour. Si on continue comme ça, si on reprend pas les choses en main. Vous disiez, on était en haut de l'affiche. Ben oui, parce qu'on était numéro 5 en matière de niveau de vie, dans le domaine du niveau de vie. La France était tout en haut. En 1975, juste après le premier choc pétrolier, et nous sommes tombés aujourd'hui au 26e rang. Donc ça dit tout, et c'est pas fini. On sera il faut rappeler qu'on on dit souvent qu'on est la 7e puissance mondiale, mais en réalité, par habitant, on est effectivement, si on prend le PIB par habitant, on est au 26e rang. Exactement, ce qui montre l'appauvrissement du 26e, peut-être 27e, 28e, enfin ça va continuer à descendre. Et 7e puissance mondiale, mais ça c'est un peu normal avec la démographie, le développement des pays. C'est normal que l'Inde, qui est beaucoup plus peuplée, passe devant, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Oui, effectivement. Et donc, le livre fait suite à la période de redressement, parce que finalement, la France a connu quand même des hauts et des bas, des chutes et des redressements spectaculaires. Le premier tome, c'était le redressement de la France avec le général de Gaulle, et finalement, La Belle Époque montre que l'œuvre qu'il a accomplie ne tenait peut-être pas seulement à sa personne, ou tenait à sa personne, mais a pu se prolonger quelques décennies encore après. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand De Gaulle arrive en 1958, la France est dans l'état où elle est aujourd'hui.
avec une inflation de l'ordre de 15%, mais vous en faites pas, ça va venir en France l'année prochaine. On dira que c'est la faute à la guerre en Ukraine. Enfin, et il y aura des cons pour le croire, mais bien entendu, c'est pas ça du tout. C'est pas l'explication. C'est parce qu'on a imprimé un peu trop de billets. Et c'est fabuleux l'histoire du général de Gaulle, parce qu'en 1958, il arrive sur un mensonge. Je vais faire l'Algérie française, sous-entendu. Et d'ailleurs, il dit vive l'Algérie française dans des discours quand il va en Algérie. Bon, il tient une espèce de double langage parce que la France à l'époque est pour l'Algérie française. Mais en même temps, il change tout, quoi. Il change tout, la Constitution, il fait ça presque en un mois, en déléguant. Hein. C'est pas les présidents aujourd'hui. C'est pas Emmanuel Macron. Voilà, il n'est pas à la fois président et Premier ministre. Il délègue tout. Il délègue tout. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui le montre, qui est presque comique, c'est que il pique une colère absolument dingue. Ça, c'est vérifié. C'est raconté par son fils dans l'histoire de son père. Et qui est De Gaulle, mon père, il raconte que un jour à Colombey, donc en 1958, alors que la Constitution est en train d'être adoptée, enfin il regarde le texte, mais c'est fini, c'est trop tard, il peut plus rien changer, et il hurle parce que Debré a accepté finalement qu'on mette les droits de l'homme au-dessus de la Constitution, mais il dit il doit rien y avoir au-dessus de la Constitution, etc. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est devenu quasiment une religion. Le Conseil constitutionnel a un pouvoir dément qu'il n'avait pas du tout à cause de ça. Donc c'est un détail dans le livre, mais c'est assez visionnaire. C'est un détail, et c'est extraordinaire parce qu'effectivement, il pique tout le week-end est pourri par des colères, des philippiques du général qui se dit mais comment il a pu faire ça, Et puis cette constitution elle a été faite vite, pas avec des opposants qui étaient à l'époque au gouvernement, mais ça n'abusait personne parce que on savait qu'ils allaient partir. Pierre Pflimlin, le patron de la démocratie chrétienne, et Guy Mollet, le patron des socialistes du Parti socialiste de l'époque, qui s'appelait SFIO. Et ça, c'est extraordinaire. Puis alors surtout, moi, je trouve extraordinaire encore chez De Gaulle, c'est la violence de son plan de rigueur. Il fait un plan de rigueur, c'est du bar puissance 1000. En 1958, c'est un conseil des ministres qui va commencer le matin, et enfin non pas le matin, pardon, l'après-midi, je crois, à 15h, et à 23h, ils y sont encore. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est contre ce plan, hystérique, y compris d'ailleurs Antoine Pinay qui va finir par... C'est Rueff, hein. Oui, c'est Rueff qui était le directeur du Trésor sous le Front Populaire. Qui a élaboré le plan. Voilà, et qui était un plan de rigueur, mais effrayant, avec, par exemple, ça c'est un petit exemple, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, il supprime des pensions d'anciens combattants, enfin ça y va, c'est à la schlag, quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec ce plan de rigueur? Ils disent que ça va faire la révolution, ça n'a pas provoqué de révolution d'ailleurs, mais ce plan très dur, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la France se retrouve avec une croissance à la chinoise, c'est-à-dire 6%, et même à un petit moment, vous avez presque 7%, enfin d'ailleurs, sous Pompidou, c'est l'époque que vous racontez, la France est le pays qui connaît la plus forte croissance, je crois, dans le monde. Ouais. Tout à fait, et ça va continuer d'ailleurs jusqu'à Giscard. À un moment donné, la France est parmi les grands pays importateurs, même à un moment donné, devant le Japon. Ce serait un long débat, mais c'est vrai que De Gaulle fait un plan de rigueur très, très dur, mais il a encore l'outil monétaire avec lui, et ça s'accompagne d'une politique de dévaluation. C'est une époque pour laquelle vous éprouvez un peu de nostalgie, François-Olivier Gisbert. C'est une époque où tout était possible. Le livre commence comme ça. On n'est pas hanté par le même sentiment de déclin qu'aujourd'hui. Même si les conditions, vous racontez que vous avez commencé dans une chambre de bonne, mais le monde vous appartenait. Ah oui, c'était l'idée. On était en 2 chevaux. Moi, j'ai une espèce de vieille 2 chevaux pourrie que je réparais moi-même. Mais c'est vrai que le monde nous appartenait. On avait ce sentiment-là, mais tous. Puis surtout, il suffisait de se baisser pour trouver du travail, quoi. On faisait ce qu'on voulait, et puis on gagnait bien. Bon, un peu au noir. C'est vrai que je reconnais que c'était une époque aussi, il y avait quand même beaucoup plus de noir qu'aujourd'hui. Le fisc était moins performant. Finalement, c'est ce qui est resté le plus performant. L'hôpital se casse la gueule, l'école se casse la gueule, mais le fisc m'a l'air à être plutôt efficace dans ce pays. On va vous reprocher, on va dire que vous devenez réac, quoi. C'était mieux avant. On me l'a toujours dit, ça, que j'étais réac déjà quand j'étais jeune au Nouvel Observateur, ou en mai 68, puisque j'étais pas 68 heures, même je suis allé dans quelques manifs pour voir, mais j'étais déjà, assez violemment anti-gauchiste. D'ailleurs,
D'ailleurs, je règle mon compte enfin. Je pense que c'est peut-être une des raisons du succès de Vivre que j'ai du mal à comprendre, parce que je comprenais que j'étais sûr que le premier marcherait. Et celui-là, j'y croyais pas trop, mais je l'ai encore fait à la demande de l'éditeur Anna Lévy, qui m'a dit mais non, faut faire ça, c'est passionnant cette période. Et c'est vrai que elle est passionnante parce que tout va bien, mais il y a les germes de ce qui va arriver après. De ce qui va arriver. Ben justement, vous m'offrez la transition. On en parlera après une courte pause. On se retrouve pour parler de votre livre, deuxième tome de l'histoire intime de la Ve République, la belle époque, mais où sont en germe peut-être tous les problèmes que nous allons connaître par la suite. On en parle après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec François-Olivier Gisbert qui nous parle de son histoire intime de la Ve République. C'est le deuxième tome, c'est la belle époque, c'est le moment où la France est insouciante, où elle est une grande puissance sûre d'elle-même, mais en même temps, on en parlait avant la pause, François-Olivier Gisbert, c'est peut-être là où sont déjà en germe voilà, les sources du déclin qu'on va connaître et dont on parlera peut-être par la suite. Il y a notamment cette période est marquée par la révolution 68 ans. Je crois que c'est pas tellement votre truc déjà à l'époque. C'était pas mon truc, oui. Oui, je me souviens d'ailleurs, j'étais à l'époque avec la CFDT de Renaud Cléon et je me souviens avoir jeté des pierres sur un groupe de gauchistes là, qui prétendait envahir la grosse usine de Cléon. Et c'est vrai que si j'ai agi vraiment pendant cette période, c'était plutôt contre ces gauchistes que je trouvais abjects, enfin des fils de bourgeois, et puis comment dire, bon, enfin, on voit ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Ils sont tous, enfin, c'est amusant d'ailleurs. J'ai toujours le rêve de faire avec Michel Onfray, c'est un projet qu'on avait, faire une espèce de livre sur ces gens, vous voyez, parce qu'ils sont quand même ceux qui sont devenus. Ce qu'ils sont devenus, c'est pas triste. C'est pas triste. Peut-être le plus grand des symboles, mais c'est longtemps député européen. Oui, puis bon, maintenant, qui est un macroniste, exactement, absolument enragé. Qui pour le Parti de l'Ordre, au moment de la crise des Gilets jaunes, c'était quand même le grand tenant de la matraque, qui ne manquait pas de sel, comment dire. Oui. Alors, la période, elle est quand même fascinante parce que vous avez deux personnages qui suivent les traces du général de Gaulle, que sont Pompidou et Giscard, qui sont en même temps les dauphins, un peu de certaine manière. Ils ont été formés par le général. En même temps, ce sont les assassins. Ce sont eux qui l'ont tué en 1969 en appelant à voter, enfin, sur des modes un peu divers. Georges Pompidou a dit qu'il était prêt. Qu'il était prêt, oui, c'est ça. Donc, et Giscard s'est quand même construit un peu plus libéral que le général de Gaulle. Oui, enfin, plus libéral, mais enfin, on ne sait pas. Moi, là-dessus, vous voyez, sur le gaullisme, je crois vraiment avoir bien étudié, c'est pas une idéologie de Gaulle. De Gaulle, il change d'avis facilement. De Gaulle, il ne faut pas oublier que c'est lui qui lance l'Europe en faisant la réconciliation franco-allemande en 1958. On parle toujours de Jean Monnet, mais il y a surtout la rencontre en privé chez Konrad Adenauer, de Konrad Adenauer à Colombey-les-Deux-Églises avec De Gaulle. Ça, c'est un acte historique absolument majeur. D'ailleurs, ce qui s'y passe, ce qui se disent, et l'Europe, elle part de là. Et De Gaulle est profondément européen. Quand on prend les textes de l'époque, on voit bien. Alors après, c'est vrai qu'il avait une conception de l'Europe différente, mais ça, De Gaulle, c'est un volontariste, et il va pas se faire marcher sur les pieds. Il a toujours été comme ça. Donc moi, le De Gaulle anti-européen, j'ai toujours trouvé ça assez comique parce que il y a des textes énormes qui vont contre ça. C'est un peu, oui, mais enfin. Il y a différentes manières d'être européen. C'est aussi une carré. Ah oui, bien sûr. Non, mais il est européen. Il est pour l'Europe, la civilisation européenne, et pour l'Europe des nations. Et il est pour l'Europe des nations, mais ça veut dire qu'il est européen. Mais Europe des nations. Et l'erreur de certains Européens, c'est peut-être de refuser de vouloir faire une Europe jacobine, l'Europe que voulait Delors, qui est une Europe française, en fait. Vous voyez, une construction. Et c'est vrai que De Gaulle, lui, était pour une Europe des nations où chacun garde ses particularismes, sa langue, enfin sa culture, non, parce qu'on a une culture commune quand même. Bon. Et donc ces deux-là, ils essaient de gouverner à la De Gaulle, c'est-à-dire que je préside et il y a un Premier ministre pour gouverner. C'est pas tout à fait exact dans la première partie du mandat de Giscard, puisque comme il s'entend pas avec Chirac très vite, il embête Chirac, il essaie de reprendre la main. Mais en fait, en gros, c'est ce qu'ils ont fait les deux.
Et Pompidou, d'ailleurs, ayant toujours été comme ça, parce que c'était quand même un extraordinaire duo, De Gaulle et Pompidou, et dès que Pompidou est parti, ça ne marchait plus. Pourquoi? Parce que De Gaulle s'occupait de la France, et Pompidou s'occupait des Français. Il y a vraiment une répartition des tâches entre eux. Et alors, ce qui est intéressant, donc, ils font donc des choses très sérieusement, avec beaucoup de recul, en essayant l'un et l'autre de prendre du recul, de voir toujours plus loin, un peu à la façon du général. Et franchement, ça marche bien, parce qu'il faut jamais oublier, je le dis comme ça en passant, parce que c'est fondamental, faut jamais oublier de rappeler ça. Il y a 2 chocs pétroliers. Les chocs pétroliers, excusez-moi, c'est autre chose que le Covid et tous ces trucs. Hein. Les chocs pétroliers, c'est monumental. 1973-1979, l'économie mondiale est touchée, frappée au cœur. Enfin, c'est très violent. Et qu'est-ce qu'ils font? Pompidou, il est en train de mourir au moment du premier choc pétrolier. C'est Mesmer qui va lancer tout de suite un parc nucléaire de 14 nouvelles centrales. Giscard arrive, est élu dans la foulée, et lui, il en rajoute, il en fait 45 en tout. Ça, si vous voulez, ce sont des gens qui réagissent vite et qui ont du recul. Et une vision à long terme. Une vision à long terme, voilà, exactement ça. Et donc, on est dans un autre profil que celui d'aujourd'hui, où on arrête le nucléaire, on ne sait pas pourquoi, c'est un plus vague accord électoral avec les escrolo-gauchistes, on n'appelait pas ça les Verts, c'est trop leur faire trop d'honneur. C'est des escrolo-gauchistes, je sais pas quoi, parce que c'est. Regardez ce qui se passe là où ils sont, aux manettes, à Lyon, à Strasbourg. Oui, c'est vrai qu'ils font pas peu d'écologie. Ils sont pas verts. Et regardez à Paris, les arbres, alors ils coupent, hein, voilà. Et puis les espaces verts, on s'en fout, hein, c'est quand même ça. C'est pas vrai. Regardez, les verts à Paris, ça me fascine. C'est du gauchisme de bobo. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Et donc, il gère tellement bien. Enfin, Giscard, alors pour le coup, parce que c'est lui qui va devoir gérer ça, notamment avec Barre à la fin, il gère tellement bien que quand il quitte le pouvoir, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pratiquement pas de déficit. C'est-à-dire, ils ont bien géré le pays, et c'est ça qui est important. Pendant ce temps-là, et là je réponds à la question, vous avez effectivement tous les petits germes qui ont été semés en 1968, à l'occasion des événements, entre guillemets, comme on dit, qui vont commencer à pousser, et c'est là, effectivement, qu'apparaissent, enfin... Par exemple, c'est fascinant l'impact que pouvait avoir à l'époque Jean-Paul Sartre. Et je disais, pareil, c'est pas votre truc, genre. Du succès, oui, un peu surfait, genre, un oui, peu. mais très surfait. Mais vraiment, franchement, ça m'amuse parce que il y a des gens qui me disent, mais attends, à l'époque, vous étiez un Nouvel Observateur. Il y avait souvent la tête de Sartre avec des interviews. C'était vraiment le grand intellectuel de l'époque. C'était le grand intellectuel, comme le grand intellectuel, y compris par le général de Gaulle. Ouais. Hein, bon, mais c'est une farce. Qui avait dit, c'est une farce. On n'enferme pas Voltaire. C'est une farce. Oui, Voltaire, tu parles. Enfin, Voltaire, c'est autre chose. Alors attention, parce que je ne jette pas tout avec l'eau du bain. Il faut garder de Sartre, il faut garder Simone de Beauvoir, qui a écrit quand même le XIIe siècle. Enfin, il y a plein de choses à garder de Sartre. Enfin, c'est une blague sur Simone de Beauvoir, mais il y a les mots, qui est un très beau livre. Enfin bon, il y a pas. Mais enfin, c'est vrai que c'est un mauvais dramaturge. On joue plus ses pièces. Le romancier, personne ne peut le lire. La nausée, c'est des livres scolaires, hein, tellement. Enfin bon, il est démonstratif, et des romanciers c'est un romancier qui n'est pas vraiment prenant du tout, qui n'est pas intéressant, mais c'est vrai qu'il avait le sens de la formule, de la punchline, comme on dirait aujourd'hui, et ses interviews étaient amusantes, puisque ça intéressait les gens à l'époque, voilà, et puis les préfaces qu'il pouvait faire, par exemple la préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, quand il dit, voilà, il faut tuer un colon, vous voyez, ou tout anticommuniste est un chien, c'est normal, il avait été pas net pendant l'occupation. Oui, et donc, comme tous les gens qui n'avaient pas été nets pendant l'occupation, tiens, Paul Ricoeur aussi, le professeur de philo de Bacron, quand ils n'étaient pas nets, ils avaient besoin d'être très à gauche à la Libération pour se protéger. D'ailleurs, ça a bien marché pour Sartre. Très proche du Parti communiste. Oui, aussi. Donc personne n'est allé lui chercher des poux, puisqu'il était proche du Parti communiste. Ça, c'est la meilleure façon de se protéger quand on n'a pas été net. On a vu ça d'ailleurs après la chute des dictatures, au Portugal, en Espagne. C'était toujours à peu près le même réflexe de ceux qui avaient, entre guillemets, collaboré, même si on ne peut pas dire clairement que Sartre a collaboré, bien que les mouches et d'autres pièces d'ailleurs ont été jouées. Oui, devant la Wehrmacht, même dans le cadre. Oui, bien sûr, comme ça arrivait pour Guitry, qui a payé pour les autres d'ailleurs, c'est amusant. Et puis, oui, ce qui était comique, c'est qu'il fait partie du comité d'épuration. Sartre était bien placé, il aurait pu s'épurer lui-même. Bon, enfin bref. Et c'était quand même une farce déjà à l'époque.
je faisais partie de ceux, mais on était nombreux, y compris le Nouvel Observateur. Je me souviens de Jacques Julliard, de François Furet, enfin, la liste est longue, Zouf, enfin, tous ces gens, oui, lui trouvaient quelque chose d'abject, parce que c'était, vous savez, cette gauche envieuse, haineuse, et c'est ça qu'il incarnait. Bon, et ce qui est effrayant, c'est que pendant ces années 70, il incarne vraiment l'intellectuel avec un grand I, et que il y a des foules de lecteurs passionnés, par exemple, qui vont acheter chaque livraison du Nouvel Observateur quand il y a une grande interview de Sartre. Alors évidemment qu'on en faisait... Il détestait Jean Daniel, le patron de l'époque, qui le lui rendait d'ailleurs bien, parce que Jean Daniel était camusien. Donc, mais enfin, bon, voilà, c'est ça. Le journal se vendait très bien quand il y avait la gueule de Sartre. En fait, ce que vous expliquez, c'est que le pouvoir politique était toujours dans l'héritage du gaullisme, mais il y a une révolution culturelle qui s'est mise en place, voilà, et qui a triomphé quelques années plus tard. C'est ce qu'on appelle le phénomène Gramscien, c'est-à-dire que c'est Antonio Gramsci qui nous a bien expliqué ça. C'est que il y a un pouvoir culturel, le théoricien communiste italien, et qui a tous ces beaux textes qu'il a créés en prison, et c'est la meilleure façon de prendre le pouvoir. Vous le prenez d'abord par la société civile, par la culture, vous devenez dominant culturellement, et c'est un peu ce qui se passe. Même si, il ne faut jamais oublier, la gauche perd, par exemple, législative de 1978, qu'elle devait en principe gagner, et tout le monde pensait qu'elle gagnerait, elle les a perdues, avec une campagne d'ailleurs effrénée de Barre, là, qui a montré des qualités d'homme d'État à ce moment-là, parce que il a notamment complètement fait exploser en vol Mitterrand lors d'un célèbre face-à-face télévisé, où c'était juste absolument incroyable. Raymond Barre, c'est le grand homme de la période, c'est celui que vous aimez particulièrement, c'est l'impression que vous donnez dans votre... C'est pas tout à fait exact, parce que moi d'abord c'est pas un livre que sur la politique, parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on croise qui sont pas à voir. Pour mêler comme dans votre livre l'anecdote. Est-ce que ça fait partie de vos grandes rencontres ou pas forcément? Les grandes rencontres d'hommes d'État français, oui, j'ai été j'ai Mitterrand, qui était un Pygmalion, qui essayait de me fabriquer. D'ailleurs, il a bien réussi, puisque souvent, pas politiquement, il a pas du tout, c'est un échec total, mais sur la vie, bien sûr, même sur la culture, Mitterrand m'a appris énormément. Il n'est pas de jour, je pense pas à lui, vous voyez, Bon, quant à Chirac, j'ai passé des moments avec lui, mais juste merveilleux. Bon, il a été les deux d'ailleurs ont été des mauvais présidents, mais Chirac, c'était, comment dire, un personnage d'une empathie folle et d'un charisme dément, même si c'était un des plus mauvais orateurs que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais il suffit qu'il passe 5 minutes avec quelqu'un pour que ce quelqu'un devienne un Chiracien absolument hystérique. Je me souviens que j'entendais ça en 1972 en Corrèze, les gens qui vous disaient moi je suis communiste, enfin ici je vote Chirac. Non, moi je suis socialiste, mais enfin ici on vote Chirac. Vous voyez, c'était ça parce que c'est trop sympathique, quoi. Merci François-Olivier Gisbert. On continue de parler de la belle époque, de votre histoire intime de la Ve République après la pause. En toute vérité, à tout de suite avec François-Olivier Gisbert. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. On est de retour en toute vérité sur Sud Radio avec François-Olivier Gisbert qui nous parle de le deuxième tome de son histoire intime de la Ve République, la belle époque, cette période où la France était insouciante, mais en même temps, comme on le disait, où il y avait en germe peut-être tout ce qui a conduit par la suite au déclin. On parlait effectivement de cette révolution gauchiste, 68 ans, de cette victoire culturelle finalement de la gauche, qui va se traduire quelques années après, en 81, par la victoire politique de François Mitterrand. Mais c'est peut-être l'un des paradoxes, François-Olivier Gisbert, et l'une de vos contradictions, si on se penche sur, même si vous êtes plus un homme romanesque, on va en parler, qu'un réel idéologue, mais vous êtes plutôt un libéral. Et en fait, cette révolution 68arde, elle se fait par des gauchistes, des maoïstes, mais c'est aussi d'une certaine manière une révolution libérale sur le plan des mœurs, sur le plan économique aussi. On l'a dit, ce que deviendront les 68ards, ce sont plus aujourd'hui Cohn-Bendit et du côté d'Emmanuel Macron, et même Giscard. Il y a déjà, vous dites, il est dans la continuité du général de Gaulle, mais il y a aussi dans la volonté de moderniser, la France. Donc, est-ce que finalement, le début du déclin, c'est pas le début d'un certain
libéralisme? Alors, il y a beaucoup de définitions au mot libéralisme, mais l'abandon d'un État stratège, l'idée de la prédominance du marché, l'idée d'une société de consommation finalement. Je suis pas d'accord du tout avec vous, parce que tout ce que vous dites, tout ça n'est pas du tout incompatible avec le libéralisme. De Gaulle lui-même est un libéral, d'ailleurs. Quand vous regardez sa définition de l'économie, il définit l'économie avec... Oui, l'économie à la base, pour que ça marche, c'est l'économie de marché. De Gaulle, il peste contre les monopoles, il n'est pas du tout protectionniste, il déteste le protectionnisme, il est hystérique contre toute l'idée du protectionnisme. C'est quand même quelque chose qui a failli tuer l'économie française au 19e siècle, et c'est plutôt au début du 20e, et c'est quelque chose qu'il combat. Donc, moi, je suis libéral dans le sens gaullien, c'est-à-dire j'ai toujours été pour une intervention de l'État, évidemment, et je ne crois pas que Giscard soit contre une intervention de l'État. On ne peut pas dire qu'il ait détruit l'État du tout. Il est pour ce qu'on vous dit, appeler la modernisation. Oui, c'est parce que, par exemple, il va être contre le contrôle des prix, mais le contrôle des prix, c'est un truc à la soviétique qui n'a rien à voir dans une économie moderne, parce que ça complique tout, ça met de la paperasse partout, c'est absurde. Donc effectivement, il va détruire ce contrôle des prix qui est une espèce de survivance vraiment de l'archaïsme économique passé. Et voilà, mais on peut, là, quand vous me dites c'est le libéralisme, il y a tout ce qui est arrivé en France aujourd'hui, c'était dans le libéralisme. Mais je ne prends pas du tout. Je suis au contraire. Non, mais vous savez que je vais répondre ça. Mais c'est pas en tant que libéral, parce que c'est vrai que je me sens libéral, ça c'est vrai. Mais je me sens libéral, mais de temps en temps, je suis libéral de droite. Sur d'autres sujets, je vais être libéral de gauche. Mais oui, parce que c'est la lecture de Tocqueville, la lecture. Oui, j'aime bien l'idée de libéralisme en soi, le libéralisme politique. Vous vous souvenez d'ailleurs, enfin, vous voyez que par rapport aux États-Unis, libéral, d'ailleurs, ça veut dire de gauche. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, en France, c'est droite. Aux États-Unis, vous dites libéral, c'est une connotation de gauche. Pourquoi? Parce que le libéralisme, il n'a pas une connotation politique. Et je pense, en plus, que le libéralisme absolu, ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est un fantasme qui existe dans la tête de quelques militants gauchistes. Puisque on peut pas dire, par exemple, si vous regardez bien la politique de Reagan, il a énormément dérégulé. Ronald Reagan, en 1980, quand il a été... dans votre livre, c'est une rencontre, d'ailleurs. Oui, c'est une rencontre, voilà, oui. Et en 1980, et c'était très intéressant, parce que j'ai oublié de l'écrire dans le livre, mais il m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était... ah oui, mais moi, je suis venu pour des... Oubliez pas, c'est un ancien Rooseveltien. Donc ça, c'est typique, vous voyez, du libéralisme. De ces basculements, oui. De ces basculements, c'est l'ancien... Donc il était à la gauche, et il incarnait la droite. Et il disait avec un petit sourire, avec du recul, ouais, là, de toute façon, il faut déréguler, c'est plus possible, ça marche plus. Bon, puis dans 20 ans, il y en aura peut-être un autre qui viendra, et qui lui viendra de la droite comme moi, enfin, comme lui, moi, je venais de la gauche, et qui sera au retour de balancier, et qui voudra faire du rooseveltisme. Et d'ailleurs, il disait d'ailleurs, Reagan, et moi-même, j'étais rooseveltien, et je regrette pas du tout, parce qu'évidemment, à l'époque, il fallait être rooseveltien. Donc, la politique, ça, voilà, les idéologies ne restent pas immuables, enfin, de toute façon, si elles ne changent pas, il faut les revoir. C'est la force du gaullisme, parce que, comme je dis toujours, c'est pas une idéologie, c'est une méthode. Un pragmatisme. Mais quand même, pour vous contredire et revenir sur Giscard, je sais pas du tout si on peut appeler ça du libéralisme d'ailleurs, mais c'est quand même peut-être le début du règne des technocrates. C'est un inspecteur des finances. Il fait penser à Emmanuel Macron par certains aspects. C'est l'idée qu'il faut alléger l'État. Que l'État est trop lourd. Et quand on regarde aujourd'hui, on en reparlera après, ça aboutit à un État social incroyablement lourd, là, on va être d'accord, et finalement à un État régalien qui ne semble plus fonctionner du tout, des services publics exsangues. Est-ce que c'est pas le début de cette dérive-là? Ah non. Moi, je crois pas, justement. Il veut changer ça. Il veut changer ça. Et aujourd'hui, cette dérive-là, elle a commencé bien. Vous savez bien, vous posez la question pour ça. Mais enfin, elle a commencé en 1980, cette dérive-là. C'est-à-dire avec l'idée qu'on allait, pas supprimer le chômage, mais en tout, enrayer le chômage avec des emplois publics. C'est une farce. Enfin, c'est absurde. Et d'ailleurs, ça a continué. Et depuis, ça n'a cessé. Et vous arrivez même à des folies, comme par exemple Paris.
qui n'est pas forcément la ville la mieux gérée de France, et où vous avez 2,5% de plus d'employés. Oui, c'est plus de 2 fois plus de 2,5 fois plus. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui, pardon, c'est pas 2,5. Oui, 2,5 fois plus d'employés municipaux qu'à Londres ou qu'à Rome. Enfin, plus qu'à Bruxelles, je crois. Plus qu'à la Commission de Bruxelles, qui vous est si chère. Oui, mais vous avez pourtant, plus d'employés municipaux. Donc, non, mais c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, mais non, mais c'est absurde, on peut pas continuer comme ça, mais c'est effrayant. Ça, c'est vraiment le brochet. Bon, à force de tout bouffer, il a tout pris. Et on a un État qui est devenu aujourd'hui complètement omnipotent et impotent. Et impotent, c'est le grand paradoxe. Et impotent. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais, ça, faut le dire. Je bouge régulièrement quand j'entends des politiques parler, par exemple, de la politique de la santé. Il faut mettre plus d'argent, enfin, on est le pays qui dépense le plus. Oui, mais on par exemple, pour les mal. hôpitaux. Toute la question est où va l'argent? Où va l'argent? On embauche des fonctionnaires. Oui, mais pourquoi on embauche des fonctionnaires? Qu'est-ce qui nous pas les bons, parce que peut-être qu'il y aurait besoin d'infernmières, de plus de confiance dans les médecins, de mieux les rémunérer. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, oui, non, mais on embauche des fonctionnaires, on embauche des attachés de presse pour les hôpitaux, etc. Et on se retrouve on dépense plus d'argent même que l'Allemagne sur les hôpitaux et on a beaucoup moins de lits d'hôpitaux. Il y a un petit problème quelque part, non? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Ah si, moi je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, mais qu'il y a un paradoxe, c'est que ceux qui gèrent l'État, les technocrates, ont détruit finalement l'État régalien et que les dépenses publiques ne vont pas forcément au bon endroit. D'un côté, à une forme d'assistanat de gens qui travaillent pas. Certains, il y a des filets de sécurité, c'est normal, mais on voit bien que ça fait système, et vont à des bureaucrates, des technocrates, et en même temps, il n'y a plus assez de policiers, il y a une justice complètement exsangue, on avait le meilleur hôpital du monde, il y a le Covid, on enferme tout le monde. Enfin, vous voyez, que depuis cette époque-là, alors c'est ça quand même, je suis désolé, on est un peu obligé de faire l'éloge et de Pompidou de cette période et de Giscard, c'est qu'on ne gère plus. On ne gère pas. Et donc, vous avez un État de plus en plus obèse, avec des dépenses publiques les plus élevées au monde. Avant, on était ex-aequo avec le Danemark, mais le Danemark est en train de baisser ses dépenses publiques. Ça a baissé déjà de 7 points. Ça descend à 50. Et ça fonctionne. Et en plus, le Danemark, avec un État-providence qui vaut largement le nôtre, il fait pas de déficit, il ne fait pas d'endettement. Enfin, il gère bien, quoi. Donc, c'est pas l'Europe aussi. Expliquer que tous nos problèmes, c'est l'Europe, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Il suffit d'aller au Danemark. Le Danemark est en Europe, que je sache. Et gère bien. Nous, on gère pas. C'est ça, non, je dirais même pas on gère mal. On ne gère pas. On a l'impression que le président de la République, celui-là, est très souvent, pas tous les prédécesseurs, mais souvent, ils sont là pour faire des chèques, ils sont toujours là pour, voilà, et des chèques en blanc, des chèques en bois sur l'avenir, en endettant le pays de manière démente. Et oui, c'est pour ça que la situation aujourd'hui, elle est plus que mauvaise. Mais ça, on s'est mis dedans. Et c'est vrai que il y avait déjà tous ces germes. Il y avait par exemple la période que je raconte dans les années 70, c'est la période quand même où il y a des grands débats au Parti Socialiste. Quelqu'un qui était pas méchant d'ailleurs, mais c'est pas fut ce qu'il a dit. C'était les débats entre les Rocardiens et les gens du CRS, qui étaient proches de Chevènement à l'époque. C'était la gauche du Parti Socialiste. Et le Rocardien a dit, c'était les grandes phrases de l'époque, ouais, mais il y a des contraintes. Entendu, on peut pas faire tout, voilà. Ouais, il y a des contraintes. Réponse du chevènementiste, oui, il y a qu'à rompre avec les contraintes. Voilà, c'est ça. Donc, oui, on a vu le résultat. C'est-à-dire que, oui, après, c'est des dévaluations cycliques. Enfin, voilà, c'est ça. On est tombé là-dedans à partir de 1981 parce qu'on a pensé que, on pouvait tout faire avec l'économie. L'économie, c'était juste, voilà, je décide, je fais, je dépense, je m'en fous. Et on a creusé les déficits. Et puis voilà. Et on est remonté dans le toboggan dans lequel nous sommes en train de dégringoler la pente. On était encore loin du quoi qu'il en coûte. Juste, éloignons-nous un peu de ces questions de budgétaires qui sont importantes dans votre livre et qui conduisent effectivement au toboggan. C'est pas un livre d'économie. Non, exactement. C'est un livre de romancier, ce que vous êtes aussi. Et puis on a l'impression que vous aimez les personnalités. Et la Belle Époque, c'est aussi une époque qui n'est pas aseptisée, où on a des personnages politiques hors normes. Ça n'existe plus
aujourd'hui. Les personnages politiques étaient hors normes, et je dirais même du côté des humoristes, par exemple, quand vous avez Coluche et des proches, ils seraient en prison. Ils seraient en prison aujourd'hui, enfin ça n'irait pas bien pour eux. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de liberté de parole, et il y a cette folie. La classe politique, il y a quelques dingues, je raconte 2-3 personnages qui sont pas tristes. C'est vrai que... Et puis si vous voulez, on a le sentiment qu'il y a quand même plus de liberté. Vous savez pourquoi ? Moi, j'ai cherché un peu. J'ai trouvé cette solution, mais c'est en dialoguant avec les gens après la sortie du livre. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de différent ? Je vais vous donner un exemple très simple. On s'engueulait énormément, hein. C'est vrai. Moi, j'étais au Nouvel Observateur, par exemple. C'est un journal, on s'engueulait énormément sur le fond. Au Figaro, c'était pareil. On n'était pas d'accord. Bon, mais on était d'accord sur les valeurs. Et on aimait le pays. Vous voyez, ce qui me frappe, par exemple, si je pouvais voir très souvent des communistes. Il y avait plus anticommunistes que moi, ou antisoviétiques. Mais ils étaient patriotes. Il y avait pas. Il y avait Roland Leroy, par exemple, ou Claude Cabane, que j'adorais. On se voyait souvent. On s'engueulait. On était d'accord avec un petit verre de rouge, bien sûr. Ou Georges Vanaski qui était avec nous parfois, et on s'engueulait bien sûr parce qu'on n'était pas d'accord, mais on a partagé l'amour de la France. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être en train de disparaître, notamment avec la disparition du récit national, du roman national, de l'histoire, et ça m'étreint un peu le cœur. Et ben, ce sera peut-être le sujet de la dernière partie effectivement de l'émission, puisque votre livre se termine sur le toboggan. Nous allons en parler. Est-ce que là, on peut enrayer la chute? On en parle après une courte pause sur Sud Radio, en toute vérité, avec François-Olivier Gisbert. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec François-Olivier Gisbert. Nous parlons de son histoire intime de la Ve République, la belle époque. Et c'est la dernière partie de cette émission. Et la dernière partie du livre, c'est sur le déclin. Le déclin français qui s'annonce, qui commence en 81, d'après vous, avec l'élection de François Mitterrand. Vous nous disiez avant la pause que ce qui a vraiment changé par rapport à cette époque bénie que vous décrivez, c'est le fait que à l'époque on pouvait avoir des désaccords, mais il y avait un même patriotisme, un même amour de la France. Est-ce qu'on est rentré dans une ère de détestation de soi? Est-ce que la caractéristique des élites nouvelles, c'est finalement qu'elles ne croient plus dans le pays et dans notre avenir? Oui, c'est souvent ce qu'elles apprennent à l'école d'ailleurs. On va être honnête, hein, c'est l'histoire. L'histoire, on a refait. Bon, l'histoire, on l'apprend beaucoup moins qu'avant. Et en plus, c'est une histoire déformée. C'est une histoire. On avait un récit national. Bon, certes, un peu exagéré, là, Malé Isaac, moi j'ai appris l'histoire de France là-dedans, et c'était un petit peu la semaine de Suzette, vous voyez, c'était la vie des saints. Bon, fallait rétablir un peu les choses. Mais là, on est allé, évidemment, dans le sens inverse, beaucoup trop. La France n'était pas uniquement un pays esclavagiste, colonisateur, voilà, qui a détruit des vies. Enfin, il y a une autre histoire de France aussi, j'ai le sentiment qu'elle a totalement disparu. Et cette haine de la France, vous le retrouvez partout, et y compris d'ailleurs en politique. Moi, ce qui me frappe, c'est la haine, mais qui est de la haine uniquement. C'est pas juste les petits noms d'oiseaux, c'est normal. Ça va avec la démocratie quand les gens s'insultent. Moi, les chahuts à l'Assemblée nationale. Pas pour quelque chose d'aseptisé. Non, mais les chahuts à l'Assemblée nationale. Regardez la Chambre des communes, regardez les débats aussi au Congrès américain. Mais c'est pareil partout, et c'est sain. Mais après, il faut que ces gens-là boivent des coups ensemble et essaient de trouver des accords, négocient, et essaient de faire avancer les choses. Là, on a le sentiment que c'est pas possible. Il y a trop de haine. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur, et je pense que on va pas s'en sortir si à un moment donné on se met pas autour d'une table les uns les autres pour essayer d'avancer. Mais pour ça, il faudrait qu'on aime le pays, et pour ça, donc, il faut réinventer le patriotisme. Et c'est pas avec ce président-là, je pense qu'on y arrivera, puisqu'il expliquait qu'il n'y a pas une culture française, oui, que voilà, le colonialisme c'était le colonialisme, c'était le crime contre l'humanité. Enfin, il aurait lu un peu de livres d'histoire, mais peut-être qu'il n'a pas eu d'enseignement sur ce plan, j'imagine, parce que il y a un gros déficit. Non, mais il y a un gros déficit. Non, mais je voyais ce que De Gaulle, vicieux, en Algérie, quand il adorait parler des Berbères, des Mozabites, enfin de tout cela qui était là avant les Arabes. Les Arabes, c'est le 7e, 6e avant Jésus-Christ. Ils ont conquis l'Algérie, et puis ils ont essayé d'ailleurs d'éradiquer complètement les Kabyles. Et la Kabylie, il est toujours là. Il y a toujours des Kabyles, ils résistent toujours. C'est un peu les Ukrainiens de l'Algérie. Hein. Ils sont là, et c'est un vrai pays, c'est une
vraie nation. Et donc, et cette colonisation, il n'y a pas que les Français qui ont colonisé. Hein. Donc, il y avait les Arabes, il y a eu aussi les Ottomans en général. Quand les Ottomans colonisent, c'est pas sympa non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas. Et puis l'esclavage, c'est pas nous tout seuls. Hein. On peut regarder aussi du côté de l'islam. Enfin bon, et puis qui a duré beaucoup plus longtemps et qui a été beaucoup plus important. C'est ce qui vous a heurté immédiatement chez Emmanuel Macron, parce qu'on aurait pu croire que qu'il vous séduise. On a l'impression qu'il vous a jamais vraiment séduit. Son côté réformateur, modernisateur. C'est un discours que j'aime bien. Moi, il faut moderniser, réformer, etc. Bon, après, quand on regarde, puis surtout, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est l'inculture. Ouais. Je dois dire, là, j'ai une espèce de... j'ai eu un choc avec la colonisation, c'est le crime contre l'humanité. C'est-à-dire, oui, il accusait la France de crime contre l'humanité. Alors attention, moi, je suis très... j'étais... Alors, c'est mon côté peut-être gaulliste, très décolonisateur. Je trouve ça vraiment... Il fallait vraiment en finir vite. On n'avait rien à faire. Mais oui, on peut reconnaître les erreurs et puis rendre des choses qu'on a volées, mais ça, quand on les a vraiment volées, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont été données, je ne vois pas pourquoi on les rendrait. Mais ça me paraît, comment dire, oui, c'était le fruit d'une inculture abyssale. Et moi, c'est vrai que j'ai pas compris. Quand il a dit aussi, il n'y a pas de culture française. Pardon ? C'est quoi, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de culture française? Bah oui, il y a des cultures françaises, comme il a dit à juste titre. Il y a des cultures françaises, mais il y a aussi une culture française. Et vous savez qui c'est? C'est très simple. C'est Molière, c'est Voltaire, c'est Rabelais, c'est Montaigne, c'est l'esprit français, ce qu'on appelle l'esprit français. Le mauvais esprit. Il manque un peu de mauvais esprit. Il aime bien Audiard, le président de la République. C'est déjà pas mal. Oui, ça j'aime bien. Oui, ça c'est bien. C'est bien. Mais effectivement, vous le montrez beaucoup dans le livre. Il y a une espèce de mal interne qui conduit au déclin. Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances extérieures aussi, tout simplement? Nous sommes dans un monde avec le retour des empires, la Chine d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Est-ce que la France ne pouvait pas faire autrement que de ne passer entre les gouttes, comme le disait François Mitterrand? Non, parce que... Je me fais un peu l'avocat Oui, du diable, absolument. Des cons, on veut dire, parce que c'est pas vrai. L'idée que si on en est là, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à Maastricht, c'est la faute à tout ça. Mais enfin, écoutez, comment on a géré ce pays depuis 40 ans. Mais comment on l'a géré? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours dépensé plus. On n'a jamais... Enfin, si vous voulez, il y a un déclin qui nous guette. Enfin, on va arrêter aussi avec le déclin, parce que Chateaubriand, déjà, en 1842, quand il écrivait Mémoires d'outre-tombe, il disait « La France, ce pays sans passé, sans avenir ». Sans passé, c'est prophétique, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de passé, on veut plus voir notre passé, et puis d'avenir, il est clair qu'on n'en a pas beaucoup. Vous parlez beaucoup de l'économie, et c'est vrai que c'est une des parties du déclin, mais à la limite, c'est vrai que ça peut toujours changer. Il suffit de bien gérer. Absolument. Il y a quelque chose de nouveau que vous évoquiez. Mais on gère très mal depuis 40 ans. Que vous évoquiez mais quelque chose de nouveau que vous évoquiez dans le premier livre et qui est aussi là, c'est la question démographique et celle de l'immigration. Vous disiez tout à l'heure, on est opposés les uns aux autres. C'est vrai en politique, mais c'est vrai aussi dans la société où il y a une forme d'archipélisation, de communautarisation. Ah oui, il y a les bouquins formidables de Fourquier là-dessus. Non, mais bien sûr. C'est irrémédiable, ça, pour le coup. Rien n'est jamais irrémédiable. Moi, je pense que c'est ça que je supporte pas. Vous voyez, moi, je dis les déclinistes sont ceux. Je suis pas décliniste. Il y a un déclin, de toute façon, du monde occidental, mais il suffit de regarder l'économie mondiale. L'économie, elle est en train de se faire sur l'autre hémisphère, en Asie, et voilà, on voit la Chine, l'Inde aussi, parce qu'ils ils sont partis pour se faire la course tous les deux dans les décennies qui viennent. Entre la Chine et l'Inde, ça va pas être triste. Mais bon, je sais pas s'il y aura une guerre, mais enfin, de toute façon, c'est vraiment les deux puissances qui montent. Derrière, vous avez l'Indonésie. Enfin, c'est pas chez nous tout ça. Hein. Et puis, ils fabriquent de l'avenir. Regardez les prix Nobel indiens qui sont en général détenus par des Américains. Mais enfin, c'est des gens qui ont fait leurs études en Inde et qui viennent aux États-Unis pour ouvrir des labos. Mais enfin, c'est eux après qui récoltent les prix. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer sur la planète. Ça, faut l'accepter. Ça n'empêche pas que nous, on ne doit pas tomber. Si on tombe aujourd'hui, ça n'est pas la faute de l'Europe, puisque autour de nous, vous avez des pays qui marchent bien. On parlait tout à l'heure du Danemark. On peut parler l'Allemagne, mais l'Allemagne, à cause des erreurs stratégiques de Merkel sur le gaz russe notamment, puis sur le nucléaire également. Tout ça ça va lui coûter très cher. C'est pour ça d'ailleurs que la France est un peu affolée en ce moment, parce qu'elle a l'impression que l'Allemagne, sur lequel tout reposait jusqu'à présent, l'Europe reposait, sur notre équilibre financier, notre monnaie, notre euro reposait sur l'Allemagne, et le fait qu'elle va peut-être commencer à
politique d'endettement, d'investissement entre guillemets, etc. Parce qu'elle est un peu obligée par la force des choses. C'est peut-être aussi une opportunité pour la France. Oui. Non, c'est-à-dire si elle adopte une politique à la française, ça va pas aller pour nous, ça va pas aller pour l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et peut-être nous, ça va nous obliger à être un peu sérieux. Bon, enfin, en tout cas, depuis 40 ans, nous n'avons pas été sérieux. Et donc, ça, évidemment, on le paye. Et on va continuer à le payer de plus en plus. Et vous savez, vous avez même, quand vous regardez des pays qui allaient beaucoup plus mal que nous, je pense à l'Italie, pendant très longtemps, l'Italie va pas si mal. L'Italie, elle a encore une industrie. Nous, on a réussi à saccager tout ça, Alors, c'est pas la faute à l'Europe, c'est pas la faute à la mondialisation. Si on l'a saccagé, c'est parce que d'abord, on a étranglé les entreprises avec des cotisations sociales monstrueuses, parce que, oui, il fallait tirer l'argent, on cherche l'argent partout. Ça a commencé sous Giscard, ça s'est accéléré sous Mitterrand, et puis ça a continué après jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez, quand il y a des problèmes, il faut les régler, il faut les identifier, les nommer, les régler. Vous citiez la réindustrialisation, voilà un problème. L'immigration, voilà un autre problème. Enfin, on peut les citer les uns par les autres. Il faut régler les problèmes. Là, on a le sentiment que les présidents se succèdent et ne règlent aucun problème. Et vous regardez, c'est vrai de tous, y compris de Mitterrand, qui a fait des réformes économiques effrayantes, parce que ça a été contre-productif, évidemment, les nationalisations à tire-larigot, la relance par la consommation populaire, mais qui était quand même une vaste blague, qui a enrichi la Chine, puisque c'est le commerce extérieur chinois qui s'est gavé en nous vendant de la merde, comme souvent d'ailleurs, et ça c'était évidemment débile. Il fallait pas faire ce type de politique, et d'ailleurs Mitterrand s'en est jamais vraiment remis après, parce que la gauche a eu beaucoup de mal à tenir après tout cela. Et puis après il y a eu Chirac qui a pas fait grand chose, il faut bien dire, qui aurait été capable, mais il est peut-être arrivé trop tard, je pense. Il est arrivé triste, mélancolique, etc. En ayant beaucoup perdu, un peu dépressif, enfin je sais pas, il avait perdu sa vista un peu. Et puis voilà, donc le sujet, si vous voulez, c'est d'identifier soigneusement les problèmes et de dire, sauve-toi, le ciel t'aidera. Je veux dire, c'est tout. C'est à nous de faire les choses. C'est pas d'attendre. L'Europe, quand on regarde bien, regardez l'économie dans les différents pays, c'est nous qui nous sommes mis là. C'est pas l'Europe, puisqu'il y en a qui vont très bien. Pourquoi il y en a qui vont bien et nous allons si mal? Parce qu'on a laissé faire, parce qu'on attend, parce qu'on prend pas de décision, parce qu'on reporte toujours une décision. Regardez par exemple une décision comme les retraites. Il faudra le faire à un moment donné. Et bien, évidemment, ce sera l'objet d'un autre débat, mais je voulais vous entendre pour finir. Vous êtes l'un de ceux qui vous croyez dans les hommes et dans les hommes et les femmes et surtout les femmes. Mais je disais hommes au sens universel du terme. Si les femmes avaient gouverné, ça irait peut-être mieux là. Vous parliez d'Angela Merkel tout à l'heure. Enfin, il nous reste 30 secondes, donc. Non, mais il y a eu Thatcher, il y a eu d'autres femmes. Simplement votre histoire de la 5e République. Comment ça, c'est la fin. Du coup, ce sera bon. Vive Margaret Thatcher. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon. Mais enfin bon, au moins c'était quand même, le bilan est quand même plus positif que celui de Merkel. Votre histoire de la 5e République s'ouvre sur un homme présidentiel qui redresse le pays. Peut-être y en aura-t-il un autre. L'histoire n'est jamais finie. Non, la France n'est pas finie. La France n'est pas finie. Voilà, c'est un beau mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine en toute vérité avec un autre invité. Je vous laisse avec les informations. Merci. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.